Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Rendez-vous du Lab. Je suis Thérèse Mascolier, responsable du Lab de la Sécurité sociale et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette émission dédiée au sujet de la résilience des organisations. Donc la résilience, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, de plus en plus même, et qui s'est imposé en particulier depuis la crise du Covid et à mesure que nous traversons que les crises se succèdent, voire se superposent, crise écologique, géopolitique, cyber, etc. On en reparlera. Donc le sujet de la résilience, c'est un enjeu stratégique pour les entreprises et pour les services publics. Pour la sécurité sociale, bien évidemment, l'enjeu est double. Il s'agit de la résilience de notre institution, soumise aux mêmes nécessités d'adaptation que les autres acteurs. Et il s'agit également de contribuer par notre action à la résilience des acteurs économiques et de la population. Dans cette émission, nous allons aborder la résilience sous plusieurs angles et à plusieurs voies. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Agbouto. Bonjour. Associé au cabinet Eurogroup, vous êtes spécialiste des sujets de transformation technologique, de performance opérationnelle, en particulier pour le secteur défense aéronautique. Vous nous aiderez à aborder le sujet de la définition de la résilience, à comprendre en quoi elle est particulièrement un enjeu aujourd'hui pour toutes les organisations, et nous évoquerons également les leviers qui peuvent favoriser la résilience. Je suis également ravie d'accueillir donc sur le plateau du studio Pauline Plampatin. Bonjour Pauline. Vous êtes directrice de l'innovation à la Croix-Rouge française. Donc la Croix-Rouge pour qui la résilience n'est pas un concept théorique, bien au contraire, une réalisation vraiment concrète, une réalité même très concrète. Vous nous présenterez en quoi la Croix-Rouge, au-delà d'être un acteur de la résilience des populations, à l'instar de la sécurité sociale, comme je l'évoquais, donc la Croix-Rouge travaille sur la question de sa propre résilience et quelles démarches vous avez mises en place pour que cette question soit intégrée à tous les niveaux de votre organisation. Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, je me dois de préciser qu'un dossier de synthèse vous sera mis à disposition sur le site du Lab de la Sécurité sociale, que vous pourrez consulter pour creuser un petit peu ces notions et vous familiariser avec le sujet de la résilience. Pour les modalités pratiques, vous avez la possibilité au cours de l'émission d'adresser vos remarques, de poser vos questions via l'onglet questions-réponses de Teams. Donc, vos questions me seront transmises au fur et à mesure et nos intervenants pourront les traiter, y répondre en dernière séquence de l'émission. Et en fin d'émission également, un questionnaire de satisfaction vous sera adressé via le chat de l'émission. Et donc, nous serons ravis de pouvoir vous lire vos réponses dans une logique d'amélioration de notre offre de service, en l'occurrence des rendez-vous du Lab. Nous allons démarrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser la première question, Michael. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience, mais le sujet de la résilience, de quoi parle-t-on également? Parce qu'en fait, tous nos organismes de sécurité sociale ont leur plan de continuité d'activité, leurs cellules de crise, qui garantissent que l'action de la sécurité sociale, l'action publique soit continue. On a vraiment cette obligation de mettre en place ce genre de schéma. Mais en quoi est-ce que, quand on parle de résilience, on ne parle pas que de ça? En quoi cette notion de résilience, elle est différente de la simple continuité d'activité? Merci Thérèse, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'accueil. Alors effectivement, le terme de résilience est un terme qui est très à la mode depuis quelques années déjà, en particulier depuis la crise Covid, vous l'évoquiez en introduction. C'est toujours bien de revenir à la logique de définition. Il y en a plusieurs dans la littérature, il y en a une qui me semble assez parlante, c'est celle qui définit la résilience comme une capacité de reconstruction continuelle, parce qu'elle met en évidence le fait que la résilience, c'est à la fois la capacité à absorber, à anticiper les crises, évidemment à tenir, mais également le fait de tenir dans la durée. Et donc cette logique de pérennité, elle est vraiment capitale. Quand on parle de plan de continuité d'activité, on fait référence davantage à une capacité à poursuivre une activité en acceptant un niveau de qualité qui va être dégradé et de manière temporaire.
Quand on parle de résilience, on est vraiment sur une logique de le faire dans la durée avec une capacité à se transformer et à tirer parti de la crise pour faire en sorte que l'organisation de l'entreprise soit plus forte. C'est-à-dire qu'on intègre la crise, on l'absorbe finalement et on la prend en compte dans une marche qui serait ensuite normalisée pour l'entreprise. Exactement. Et si on reprend l'exemple de la crise Covid, il y a un certain nombre d'organisations qui ont réussi à tenir en maintenant des activités essentielles, avec du télétravail, avec toutes sortes de dispositifs, en dégradant de manière assumée la qualité de service. Mais peu d'entreprises ont réussi à vraiment tirer parti de la crise. Certaines l'ont fait, par exemple, en numérisant de manière assez massive leurs processus. Et depuis, ce sont des processus qui sont toujours très digitalisés et qui permettent justement de pouvoir accroître le niveau d'activité de ces organisations. D'accord, merci beaucoup. Et alors, en préparant cette émission, on évoquait justement la survenance des crises et vous nous avez expliqué que chez Eurogroupe Consulting, vous administrez de façon périodique un baromètre qui va mesurer les préoccupations des dirigeants d'entreprises de taille et de secteurs tout à fait différents sur leur perception des risques et de la survenance de ces crises. Comment est-ce que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui ils appréhendent ces risques et qu'est-ce que ça dit finalement de la résilience de ces organisations? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors, c'est le baromètre des dirigeants français, qui est un baromètre qu'on administre auprès d'un panel d'environ 1000 dirigeants français, qui soient basés en France ou à l'international, dans lesquels on les sonde tous les ans sur plusieurs thématiques, que ce soit les tendances macroéconomiques, les risques, challenges auxquels ils font face, mais également les leviers pour accroître leur activité. Et donc on l'administre en fin d'année, on a eu les résultats là en janvier 2026. Et sur le volet risque, en l'occurrence, c'est ce que vous avez à l'écran, les dirigeants mettent en évidence le fait que les risques qui les préoccupent le plus, ce sont les risques d'une part géopolitiques et sécuritaires, ce qui n'est pas très étonnant au vu de l'actualité, les risques protectionnistes et commerciaux, en particulier en lien avec la guerre douanière lancée par le président Trump, et les risques économiques et financiers, tout ce qui a trait à la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, les problèmes de besoin en fonds de roulement des entreprises. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de regarder les risques qui les préoccupent et également les risques qui les préoccupent peut-être moins. On pense par exemple au sujet cyber. On constate qu'on a près de 70% des dirigeants qui ne sont pas particulièrement préoccupés, en tout cas pas de manière prioritaire, par ce risque numérique. Et puis le risque climatique et environnemental, où on a uniquement 8% des dirigeants qui le placent comme un risque prioritaire. Ce qui est intéressant de commenter ces risques sur le volet résilience, c'est d'une part le fait que les risques sont quand même très nombreux, et donc ça témoigne de la complexité pour un dirigeant de faire face à l'ensemble de ces défis. On se doute qu'il dorme peu la nuit. Et deuxièmement, le fait que ces risques évoluent beaucoup. C'est un baromètre qu'on administre tous les ans, et il y a 3 ans, le risque climatique était plutôt dans le top 3. On voit qu'aujourd'hui, il descend de manière assez significative. De même, le risque cyber, il y a quelques années, était beaucoup plus considéré. Donc ça montre aussi que les crises ont tendance à s'accélérer, et une crise chasse l'autre, et donc ça montre aussi la complexité de traiter cette résilience de manière silotée. Tout à fait. Mais merci pour ces éclairages. Et c'est vrai que voilà, ce que vous évoquez sur l'évolution de la préoccupation des personnes, en tout cas des dirigeants, elle est réelle. Et ma question suivante justement, c'est pourquoi justement maintenant, est-ce qu'on peut dire que la résilience, elle est plus présente dans, j'allais dire, la stratégie des entreprises, en tout cas dans la stratégie mise en place par ces dirigeants. Et en fait, concrètement, aujourd'hui, on a une liste de risques que vous avez projetés. Est-ce qu'on a une typologie des crises auxquelles peuvent faire face les entreprises? Et comment est-ce que, on parlait de combinaison des crises, est-ce qu'elles peuvent se combiner? Alors, on a quelques exemples très récents, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Bien sûr. Je pense que ce qui est intéressant et important de préciser, c'est le fait que les crises ont quand même changé de nature récemment. D'une part, elles sont beaucoup plus fréquentes. C'est vrai que dans les années 90, années 2000, moi, j'ai pas souvenir qu'on avait autant de crises. On dit souvent que c'était mieux avant, mais là, pour le coup, je pense qu'on n'avait pas autant de difficultés. Au-delà de la fréquence, il y a aussi la durée. On est sur des crises qui sont assez rapides, et donc crise a tendance à chasser l'autre. On a également des crises qui sont beaucoup plus globales. L'exemple évidemment de la crise Covid montre qu'un événement en Chine peut impacter l'ensemble du reste de la planète. Et puis on est sur des crises qui sont plutôt très systémiques, très imbriquées.
Quand on a un événement typiquement sur la guerre en Ukraine, eh ben, on est sur des risques derrière en termes économiques, parce que ça a un impact sur les prix de l'énergie, ce qui induit ensuite des complexités sociales au niveau des organisations des entreprises. Donc on est vraiment sur une multitude de crises qui interviennent en même temps, et donc les dirigeants aujourd'hui doivent faire face à ces crises de manière simultanée. Et donc quand on parle de résilience pour un dirigeant d'entreprise, il faut à la fois s'attaquer au pan environnemental, au pan sanitaire, au pan social, au pan économique, et donc traiter l'ensemble de ces dimensions. Poser la question des différentes typologies de crises, je pense qu'on l'a à peu près tous en tête, mais c'est bien de le rappeler. Il y a évidemment les crises sanitaires, on a un exemple qui est extrêmement parlant, avec le fait que voilà, ces risques peuvent toucher l'intégralité de la planète. On a le risque environnemental. Pendant longtemps, on en a parlé et on voyait ça comme quelque chose d'assez éloigné, mais aujourd'hui, on a des impacts qui sont très concrets, y compris sur le territoire national. Si vous regardez ce qui se passe sur les inondations dans le sud-est, sur l'impact de la canicule sur les vignobles, sur l'effondrement des falaises en bordure dans le littoral. Donc voilà, ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes. Il y a évidemment le risque économique et financier. C'est vrai que côté protection sociale, je pense que vous voyez à travers l'activité de recouvrement, on fait face à des entreprises qui ont des difficultés en termes de trésorerie, et donc c'est aussi un risque qui est majeur. Il y a la crise technologique avec le risque cyber notamment, à la fois sur le volet risque lié aux données, mais également le risque de dépendance numérique par rapport à des acteurs étrangers. Il y a le risque géopolitique qui est particulièrement prégnant ces dernières années, avec un rôle qui est très affaibli de la part des organisations internationales telles que l'ONU. Et puis, en corollaire, les crises sociales organisationnelles et RH, puisqu'on peut avoir aussi des tensions sur des compétences un peu critiques. Et puis, on voit bien une transformation du monde du travail. Et donc, ces crises peuvent effectivement se combiner, et c'est ce qu'on voit avec les crises récentes, même la crise sur le détroit d'Ormuz, qui part d'un contexte très géopolitique avec un conflit entre les États-Unis, Israël, l'Iran, et qui débouche sur des grèves dans les stations d'essence Total. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très systémique à traiter dans son ensemble. Oui, et donc l'ensemble de ces crises aussi va avoir des impacts différents en fonction des secteurs d'activité, en fonction des périmètres géographiques sur lesquels on est implanté. Nous, effectivement, comme vous le disiez, à la sécurité sociale, on est exposé à l'ensemble de ces risques, mais effectivement, on va avoir du coup des retombées différentes, ou enfin soit les mêmes que dans d'autres entreprises, ou des retombées spécifiques. Mais donc ma question suivante, c'est du coup, selon vous, est-ce que face à ces crises, à ces risques et à ces crises, il y a des facteurs de vulnérabilité spécifiques des entreprises, est-ce qu'il y a des facteurs d'exposition particulières, ou au contraire de certaines entreprises ou de certains secteurs qui peuvent du coup être particulièrement bien armés face à ces risques? Il y a effectivement différents facteurs de vulnérabilité. Les premières, celles auxquelles on pense à peu près tous, c'est tout ce qui touche à la supply chain, les chaînes de valeur, qui sont aujourd'hui très mondialisées. On est dans un monde qui est extrêmement interconnecté. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a eu des activités qui ont été optimisées au maximum pour réduire les coûts, notamment. Et aujourd'hui, on voit bien que certaines entreprises essaient de revenir un peu en arrière avec un travail lié à la fois à la relocalisation et puis à la diversification des fournisseurs. Donc ce volet logistique approvisionnement, il est vraiment important. D'ailleurs, on en parlera avec Pauline juste après. De vulnérabilité. Le deuxième, ce sont les dépendances technologiques. Il y a évidemment le risque cyber lié à une intrusion et la protection des données, mais aussi le risque plutôt lié à la géopolitique et le fait que, par exemple, demain, il pourrait y avoir des tensions entre les États-Unis et la France. Et les États-Unis pourraient très bien utiliser le levier des GAFAM, donc des boîtes comme Amazon, Microsoft, qui sont extrêmement implantées en France, pour faire pression sur les entreprises françaises et le gouvernement. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, en particulier au niveau des OIV, des opérateurs d'importance vitale, qui réfléchissent à la façon dont ils peuvent être davantage souverains en se séparant peut-être d'activités liées à des éditeurs américains. Le troisième, ce sont les fragilités financières, une vulnérabilité qui est importante puisqu'on évoquait le sujet du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie.
les entreprises ont besoin d'avoir ces marges de manœuvre pour pouvoir absorber un choc futur. Donc il y a vraiment aussi cette bataille pour essayer de régénérer une sorte d'oxygène financier. Il y a les vulnérabilités liées aux tensions sur les ressources humaines. J'évoquais tout à l'heure les compétences critiques. Il y a une vraie aussi guerre des talents dans plusieurs environnements. Donc c'est aussi un sujet de vulnérabilité qui est important pour pouvoir, en cas de crise, pouvoir tenir une continuité d'activité. Et puis le dernier, c'est effectivement tout ce qui est l'exposition au risque climatique, avec des impacts très directs en termes de coûts, que ce soit en termes d'assurance par exemple, ou en termes d'infrastructures. Donc on est vraiment sur des vulnérabilités qui sont de plus en plus visibles et puis surtout qui se superposent. Oui, vous disiez d'ailleurs pour la dépendance technologique, la sécurité sociale est directement concernée, hein, puisqu'on a pu lire là dernièrement qu'effectivement notre dépendance aux outils américains est questionnée, et il y a des groupes de travail qui réfléchissent à la façon dont on peut s'en affranchir, en tout cas ne plus dépendre de ces acteurs pour éviter effectivement de subir des effets de ces crises. Et alors, justement, tirant le fil de ce propos, on a pu voir les typologies de crise, les vulnérabilités qui nous rendent particulièrement fragiles. Et qu'est-ce qui, dans une entreprise, peut faire la différence, dans une entreprise, dans une organisation, entre justement les structures qui a priori ont une forte résilience, qui arrivent à s'adapter, et celles qui n'y arrivent pas. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut passer d'une posture réactive, on a parlé en introduction des plans de continu d'activité qui nous permettent de réagir à la survenance d'une crise, à donc de passer de cette posture réactive à cette posture d'anticipation et de résilience, vraiment au sens qu'on a défini au départ. Il y a effectivement plusieurs facteurs qui permettent à une entreprise d'être résiliente. Le premier, c'est la capacité à anticiper. Je pense que c'est un point qui est vraiment clé. Comment est-ce qu'on va réfléchir aux potentialités des crises, quels sont les risques demain qui pourraient advenir. Donc il y a un exemple qui est assez parlant, parce que je connais très bien ce secteur de la défense, pour le coup, le ministère des Armées, qui a lancé, dans le cadre de son agence Innovation Défense, une initiative qui s'appelle Radar, qui est pris la suite de l'initiative Red Team, qui vise à réfléchir aux conflits de demain. Et donc l'initiative Radar permet de réunir des scientifiques, des chercheurs, des auteurs de science-fiction, des artistes, qui vont se projeter sur horizon 2050-2060, quelles pourraient être les typologies de conflictualité. Et donc ça permet derrière d'alimenter l'état-major des armées pour réfléchir sur la façon dont on peut anticiper sur ces crises futures. Donc ce travail prospectif, alors j'évoque le sujet militaire, mais il peut très bien être réalisé dans plein d'autres environnements, plein d'autres organisations, et je pense qu'il est vraiment fondamental pour arriver à se projeter dans un monde qui est de plus en plus complexe d'une part, et puis dans lequel il est difficile de savoir de quoi sera fait demain. On le voit bien avec typiquement les politiques américaines qui sont quand même très, très versatiles. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième point qui permet d'être une entreprise résiliente, c'est la capacité d'absorption, et donc pour ça, se donner des marges de manœuvre. On évoquait le volet financier d'une part, mais aussi le volet humain, pour le jour où une crise advient, être en capacité justement de déclencher les leviers qui permettent d'y faire face. Et puis un élément également important qui différencie une entreprise résiliente d'une autre, c'est la capacité aussi à se transformer. J'évoquais la capacité à tirer parti de la crise pour réfléchir à des modèles un peu différents. Puis aussi la logique de retour d'expérience qui est importante. Je pense qu'on évoque souvent la crise Covid, il y a pas mal de plans de continuité d'activité qui ont été mis en œuvre. Les rétextes, je ne suis pas sûr qu'ils aient été faits partout et de manière très professionnelle, entre guillemets. Et donc je pense que si demain on a une nouvelle crise Covid, je ne suis pas certain que toutes les entreprises soient prêtes à y faire face. Donc là, ça témoigne bien du caractère résilient ou non d'une entreprise. Et puis, encore une fois, pour faire face, je pense, aux différents types de crises, il y a le travail de
prospectif qui est important. Il y a également le travail très opérationnel de mettre en pratique. Et donc ça passe notamment par l'organisation de stress tests. On met en situation les équipes sur un scénario X ou Y, et ça permet justement de savoir dans quelle mesure on est prêt ou non à faire face à ces différentes crises. Cette logique de pratique, elle est vraiment capitale. On en parlait avec Pauline tout à l'heure. Les armées, leur métier, c'est vraiment d'être résilient en fait. Et eux, ce qu'ils font du matin au soir, ce qu'ils appellent de la préparation opérationnelle, ils s'entraînent et ils se préparent à ce qu'une crise survienne pour pouvoir être déployés rapidement en opération extérieure. Et donc leur métier, c'est vraiment de s'entraîner. Donc le meilleur moyen de faire face à ça, c'est réaliser des stress tests. Mais donc dans ces tests, pour une entreprise qui pourrait effectivement déterminer un scénario et s'entraîner, on n'est jamais exactement dans la situation de la crise qui va survenir, justement. On ne pourrait pas savoir que les pétroliers allaient être bloqués et que, comment est-ce que, en quoi c'est intéressant de faire ces tests-là, et en quoi ça participe quand même à la résilience de l'organisation, alors même qu'on n'est pas dans une répétition générale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça fait le lien un peu avec le travail de prospective. Oui. Le travail de prospective, il est intéressant intellectuellement, mais l'idée, c'est aussi derrière de pouvoir coter les différents scénarios et se dire, le scénario le plus probable, c'est peut-être celui-ci ou celui-là. Et donc, le test qu'on va organiser, la répétition générale en quelque sorte, on va la faire plutôt sur le scénario A ou le scénario B, en fonction de la probabilité d'occurrence. Donc, c'est pas uniquement un exercice intéressant intellectuellement, l'idée c'est vraiment de pouvoir se focaliser sur ce qui a le plus de chances d'advenir. Donc, c'est vraiment ce travail de scénarisation qui me semble important. D'accord, très bien. Et puis, autre levier important pour faire en sorte que l'organisation soit résiliente, c'est d'une part d'inscrire la résilience dans la gouvernance de l'entreprise, que ce soit un sujet qu'on traite au niveau COMEX, qu'on mette en place des indicateurs également de pilotage pour mesurer le niveau de résilience ou pas de l'organisation, et évidemment le sujet culturel pour que l'ensemble de l'organisation s'en empare. Donc ça passe par des formations, par de l'acculturation, de la sensibilisation. Et quand j'évoquais les stress tests, l'idée c'est pas que ce soit uniquement le COMEX qui le fasse, c'est évidemment qu'on mobilise l'ensemble de l'organisation. Oui, alors là-dessus, je pense qu'on y reviendra aussi avec Pauline, parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé à la Croix-Rouge. Mais peut-être pour vous poser la question à vous, Mickaël, comment justement est-ce qu'on arrive à embarquer les collaborateurs sur ces sujets-là sans rajouter à l'anxiété qui peut déjà sans ça être à un certain niveau chez les collaborateurs, et comment est-ce qu'on arrive à aborder les questions de façon sereine et professionnelle pour justement intégrer ces questions à tous les niveaux, que ce soit, comme vous l'avez dit, au niveau COMEX, mais auprès de vraiment l'ensemble des équipes. Alors, il est vrai que la période est quand même particulièrement anxiogène pour pas mal de franges de la population. On voit d'ailleurs au niveau des jeunes qui sont très impactés avec un certain mal-être. Je pense que faut pas voir le fait de communiquer sur la résilience comme un facteur de davantage de crainte, de souffrance intellectuelle. Il faut plutôt le voir comme un moyen de rassurer, justement. Moi, si je suis collaborateur d'une entreprise, je suis plutôt rassuré par le fait que j'ai un plan de résilience qui a été défini, le fait que j'ai des tests qui sont organisés régulièrement, c'est quelque chose qui a vocation à faire que je sois plus serein, en fait. Donc, il y a ce volet communication qui me semble important. Il ne faut pas que la résilience soit un tabou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire en sorte que la résilience soit vraiment inscrite dans la stratégie de l'entreprise. Donc tous les 3 à 5 ans, les entreprises refont des plans stratégiques, vraiment qu'il y a un volet dédié à ce sujet de résilience, et qu'on en déduise derrière toute la partie déclinaison opérationnelle avec les tests qui vont bien. Donc ça, c'est un point qui est important. Je pense que pour embarquer les collaborateurs, il faut également les mettre en situation. J'ai évoqué les différents stress tests, ça me semble capital. Et puis on peut le faire également de manière apaisée, via par exemple des serious games, donc des jeux qui permettent de se mettre en situation en permettant et en facilitant l'échange, la discussion, sans forcément créer des tensions très fortes. D'accord, très bien, merci. Justement, on en parlera avec Pauline juste dans une minute, mais peut-être première question pour vous, Pauline. Comment est-ce que votre organisation, la Croix-Rouge, aborde, en tout cas appréhende cette question de la résilience, tant pour vous en tant qu'organisation, mais aussi pour les populations que vous accompagnez. Comment est-ce que vous vous positionnez et vous travaillez le sujet? Bonjour à tous, merci pour cette question et merci Mickaël pour
les contours du sujet qui ont été bien posés et qui vont effectivement me permettre d'illustrer avec la façon dont on traite le sujet à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, donc moi je parle de la Croix-Rouge française, qui fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est coordonnée par une instance qui est à Genève, qui est notre fédération. Et récemment, dans les médias, on parle souvent de la Croix-Rouge pour parler en fait du CICR, qui est un organe qui fait partie de notre mouvement, qui intervient dans les situations de conflits armés. Donc dans les actualités récentes, notamment à Gaza ou en Ukraine, on parle souvent de la Croix-Rouge en fait pour parler de cette instance-là. Donc c'est nos collègues, mais ils ont vraiment une spécificité et un métier assez différent d'une autre. Par contre, le point commun de toutes ces organisations, donc Croix-Rouge française, Fédération, CICR, c'est qu'on est né sur un champ de bataille, on a été créé dans le cadre de la bataille de Solferino. Donc notre métier à tous, c'est de porter secours et donc d'être des acteurs de la résilience des populations. Historiquement, c'est pour ça qu'on a été créé. Après, chaque société nationale, donc il y a une société nationale quasiment par pays, on est 192 maintenant. Donc chacune a ses spécificités, à développer des activités qui s'adaptent à son territoire. Par contre, le fil rouge et le socle commun de tout le monde, c'est de porter secours et de contribuer à la résilience des populations. Très bien, mais merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas forcément chaque structure a ses propres organisations. La sécurité sociale, on a une certaine organisation. C'est bien de pouvoir découvrir effectivement votre champ d'action et la façon dont vous travaillez. Et alors, justement, dans vos champs d'intervention, en tout cas pour la Croix-Rouge française, on a, comme on le disait avec Mickaël, des crises qui se superposent, on n'est plus sur une crise après l'autre, tout arrive en même temps et tout est interconnecté. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour les équipes de la Croix-Rouge, dans la manière d'intervenir, de vous préparer, de vous organiser et d'appréhender toute votre action? Effectivement, l'accélération et la superposition des crises que décrivait Mickaël, nous, on la vit vraiment au quotidien depuis 2020. Là, je vous ai mis une petite sélection de photos qui illustrent des opérations sur lesquelles on était impliqués cet hiver, avec à la fois des opérations à l'international pour lesquelles on était soutien de nos collègues en Ukraine, au Liban, encore à Gaza, effectivement. Mais on a aussi des activités qui s'inscrivent dans le temps dans les territoires ultramarins. On a été très présent à Mayotte après cyclone Chido, mais on y est encore très présent puisqu'il y a toute une phase de reconstruction à assurer. Donc nous, enfin, la crise, évidemment, on est présent, mais on a aussi à cœur d'être présent dans la durée. Dans la gestion de la situation post-crise. J'ai mis également des images des inondations en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on était surtout présent aussi sur la phase de post-crue pour aider les gens à déblayer et rentrer chez eux et se réapproprier leur lieu de vie après les inondations. Et puis, on a aussi les activités du quotidien. Alors, c'est pas vraiment de la crise, mais c'est la crise sociale qui est latente. Donc là, j'ai mis une photo de nos maraudes qui sont faites pendant l'hiver quand on est dans le cadre du plan Grand Froid. Et donc, c'est la superposition de toutes ces activités-là qui fait que l'organisation, elle est en tension aussi bien sur ses ressources opérationnelles, ses ressources humaines, son matériel, ses capacités financières. Et du coup, enfin, nous, il y a quelques années, on avait l'habitude de fonctionner un peu comme un mode on-off en courant alternatif. On avait une période de crise qui mobilisait tout le monde. Et puis après, on avait une période de reconstruction où on pouvait se réapprovisionner, remobiliser des financements, les équipes pouvaient se reposer. Et là, on est plutôt sur la superposition de toutes ces interventions. On vient en appui de nos partenaires du mouvement, on vient aussi en appui des pouvoirs publics. Là, il y a des images de ce qu'on a pu faire sur l'accueil des ressortissants français quand ils sont arrivés à l'aéroport Roissy après les évacuations au Moyen-Orient. On était aussi en appui de la plateforme téléphonique du ministère des Affaires étrangères pour le soutien aux ressortissants qui souhaitaient rentrer. Donc on fait le maximum pour assurer nos activités et venir en soutien des pouvoirs publics ou des autres sociétés nationales. Mais du coup, se pose vraiment la résilience aujourd'hui de notre propre organisation. C'est ça. Donc, je vais vous expliquer les différentes choses qu'on a pu mettre en place. Oui, voilà. Alors justement, donc la résilience en tant que sujet pour vous, organisation, c'est un travail qui a été démarré il y a quelques années. Vous nous disiez que
Aujourd'hui, la démarche est vraiment intégrée dans votre façon de fonctionner. Enfin, vous y travaillez, mais voilà, qu'est-ce qui a été déclencheur? Comment vous vous y êtes pris pour, j'allais dire, mettre en pratique ce que vient de décrire Michael sur le travail de prospective, les tests, etc. Par où vous avez commencé et comment ça se concrétise dans votre organisation? Effectivement, notre point de départ, ça a été le travail sur la prospective. Donc, on a refait notre plan stratégique à 10 ans en 2020, donc en plein contexte Covid. Et donc, on a travaillé avec Futurible sur un rapport qui s'appelle Anticiper 2030, où le but, c'était d'identifier toutes les grandes tendances de fond qui allaient impacter la Croix-Rouge dans les 10 prochaines années et de faire des scénarios et d'adapter la stratégie de la Croix-Rouge à ces grandes évolutions. Donc, ce rapport a donné lieu à notre stratégie. Et ça a vraiment fait la preuve de l'intérêt de l'exercice prospectif pour une organisation comme la nôtre. Du coup, aujourd'hui, on continue à travailler des démarches prospectives de façon continue. On a des démarches thématisées par rapport à nos grands métiers où on va essayer de s'associer avec des partenaires d'autres secteurs pour co-investir, parce qu'un rapport prospectif, c'est énormément de temps, d'experts et de travail. Donc, on travaille beaucoup en consortium pour co-investir sur des scénarios prospectifs. Là, je vous ai mis des exemples sur un scénario sur la santé à horizon 2040. On a travaillé avec un consortium d'acteurs et avec Futurible, encore une fois. On a également travaillé sur les enjeux de l'action humanitaire à horizon 2040 avec un groupement qui s'appelle le Yaran. Donc, thématique par thématique et grand métier par grand métier, on essaye de réfléchir à plusieurs acteurs. Ce qui nous permet en plus d'identifier des ponts de convergence, mutualisation. Et derrière le rapport prospectif, le but, c'est de travailler ensemble concrètement. Et puis maintenant, on met en place effectivement directement une cellule prospective dès qu'on ouvre la cellule de gestion de crise. Donc, quand on a ouvert la cellule de gestion de crise Moyen-Orient, on a eu une commande, nous, au niveau de l'équipe innovation, pour produire des scénarios prospectifs sur les évolutions du conflit et la façon dont ça allait impacter la Croix-Rouge. Et on met à jour cette note toutes les semaines depuis le début du conflit. Et peut-être pour illustrer également la façon dont on diffuse cette culture-là aux équipes, puisque Michael l'a bien expliqué. Après, l'enjeu, c'est que la prospective et les potentiels scénarios, ils se diffusent dans l'organisation et que ce soit encapacitant pour les équipes plutôt qu'anxiogène. Donc nous, on travaille beaucoup sur des formats de jeux sérieux qui se basent sur les contenus prospectifs, mais qui sont plus accessibles, plus ludiques. On part généralement sur des exercices qui prennent 45 minutes à 1 heure pour les équipes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme appétence pour ces sujets. On les ouvre de plus en plus aussi à nos partenaires externes. Donc là, je vous ai mis un exemple de jeu sérieux qui ressemble un peu à l'histoire dont vous êtes le héros. Vous partez, vous remplissez votre sac à dos et vous allez avoir un parcours dans différentes villes de France et vous avez des choix à faire. Votre sac à dos se vide au fur et à mesure et vous finissez le scénario dans une situation plus ou moins souhaitable. Et là, je vous ai mis en exemple, on l'a fait tester aux équipes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient hyper intéressés pour le tester avec leurs équipes. Et c'est vraiment des formats qui se prêtent aussi bien avec des partenaires publics, des partenaires privés. On le fait avec des étudiants, on le fait avec des bénévoles, évidemment. Donc il y a une grosse appétence sur ces sujets-là, parce que c'est une façon d'aborder les sujets qui peuvent être anxiogènes de façon encapacitante. Je ne vais pas dire que c'est rassurant, parce que les sujets de fond sont quand même plutôt inquiétants, mais on le fait de façon à ce que chacun puisse identifier des petits levers d'action qu'il peut mettre en place dans son quotidien. D'accord. Et donc ça peut aboutir sur en interne dans les équipes de la Croix-Rouge à des choses très concrètes. Est-ce que vous pouvez par exemple, je sais pas, redéfinir des process de travail, donner lieu à des actions qui étaient pas présentes au début. Comment ça très concrètement, est-ce qu'on est donc, j'ai bien compris, sur de la sensibilisation. Après, est-ce qu'il y a un passage à l'action ou quelque chose qui permet très concrètement de travailler autrement ou... C'est le but. Le but, c'est vraiment de donner des outils aux équipes pour qu'elles identifient les écarts entre les situations dans lesquelles elles pourraient se retrouver et leur préparation face à ces situations. Donc, le format qu'on diffuse le plus en interne et qui répond à ce sujet-là, c'est un jeu de cartes qui s'appelle « Et si l'inattendu arrivait ?» Et là, le but, c'est vraiment de développer ce que Michael décrivait, c'est de développer la capacité des équipes à faire face à l'inattendu. On va peut-être pas développer un plan d'action pour chacune de ces cartes, puisqu'il y a plus de 40 scénarios dans le jeu de cartes, mais l'idée, c'est de se dire,
de se préparer à absorber des variables auxquelles on n'est pas préparé et de réduire le plus possible le temps de réactivité et d'adaptation des équipes. Et donc pour la petite histoire, ce jeu de cartes, on l'a édité la première édition il y a 3 ans. En fait, il y a un certain nombre de cartes qui se sont déjà réalisées. Donc là, on est en train de rééditer une version en essayant de prendre des scénarios un peu plus poussés. Oui. Parce qu'en fait, il y a des scénarios qui, malheureusement, nous ont rattrapés. Oui, d'accord. Et alors, c'est un jeu de cartes que vous déployez sur certains métiers ou comment ça se... donc, c'est bien de l'acculturation, c'est différent des situations de tests, de stress test. On est vraiment sur de l'acculturation. Et puis, j'imagine que dans le collectif de travail... voilà, ça permet aussi aux équipes peut-être de fonctionner pendant l'atelier de façon différente du quotidien de travail. Mais du coup, est-ce que vous ciblez certains métiers ou comment ça se déploie ? Il se prête vraiment à tout le monde et il se prête même à des organisations hors de la Croix-Rouge. On a des grandes thématiques de crise environnementale, sociale, technologique, etc. Donc, tous les métiers peuvent s'en emparer. Après, ils peuvent aussi, s'ils le veulent, faire des cartes selon leurs activités. Nous, on encourage vraiment les équipes à l'intégrer dans leur rituel. En fait, on peut le faire en version courte dans une réunion d'équipe. Se dire, on a 20 minutes toutes les 2 semaines, on prend un scénario et c'est vraiment, le but c'est de définir, c'est du how to, what if. Donc c'est comment on en est arrivé là, quels sont les facteurs qui nous ont mené dans cette situation de crise et du coup, qu'est-ce qu'on en tire comme impact pour la Croix-Rouge. Donc nous, on conseille aux équipes de l'intégrer dans leur rituel, mais ça ne remplace pas les exercices qu'on fait aussi par ailleurs. On encourage aussi nos équipes effectivement à faire des exercices de simulation de crise et une fois par an, on fait ce qu'on appelle une journée nationale d'exercice qui est le 13 octobre, qui est la journée de la résilience. Et donc là, on fait jouer toutes nos équipes ensemble au niveau national. Donc on ouvre vraiment le centre opérationnel au siège et toutes les équipes territoriales jouent le même scénario en même temps. Donc les deux sont complémentaires. Très bien, merci beaucoup, très intéressant. Et on sera très intéressé justement pour le tester, pour intégrer cette dimension, la résilience dans notre organisation. Et alors, vous nous disiez en préparation de l'émission que de façon très opérationnelle, vous aviez travaillé avec votre écosystème. C'est pas qu'une démarche qui concerne la Croix-Rouge et son action propre. Vous avez développé des partenariats, des alliances. Quel rôle jouent ces coopérations dans votre capacité à répondre aux crises et est-ce que ça a été un changement récent dans votre façon de travailler comment est-ce que le rôle des alliances et des coopérations et sur quel sujet est-ce que vous avez pu mettre en place ces systèmes-là ? Effectivement, ça fait partie des réponses qu'on a apportées ces dernières années à notre besoin de renforcer notre résilience. On a toujours travaillé en partenariat, mais là, le but, c'est d'aller sur des partenariats de plus en plus opérationnels pour que ça améliore notre capacité de résistance à certains chocs. Et tout à l'heure, Mickaël parlait notamment des sujets d'approvisionnement et de chaîne logistique. Ça fait partie des enjeux qu'on a quand on a besoin d'aller vite. Et donc, on a pas mal d'expérimentations et d'alliances là qui sont en train de se renforcer sur les sujets d'approvisionnement et de logistique. Là, je vous ai mis quelques exemples récents. Le premier, alors, en dessous de l'avion, il y a un personnage avec un chasuble, c'est écrit en tout petit, mais c'est Hulot, c'est la coopérative humanitaire qu'on a co-créée avec 9 autres organisations humanitaires en 2014. Donc c'est pas nouveau. Par contre, Hulot est vraiment en train de se développer aujourd'hui parce que ça répond de plus en plus à un besoin. Et donc l'idée, c'est de faire de la mutualisation de nos achats, pouvoir négocier ensemble pour améliorer le coût de notre approvisionnement, et ensuite faire de la mutualisation de notre fret. Voir sur place, si une organisation a du stock qu'elle n'utilise pas forcément, le temps que la livraison arrive, on se prête sur le terrain du matériel et des denrées. Donc c'est très intéressant parce qu'on est allé assez loin dans le modèle de coopération. On a créé une structure sous forme juridique de coopérative et on souhaite vraiment continuer à développer ce modèle pour renforcer notre capacité de réaction et améliorer toute notre chaîne d'approvisionnement. Et puis le deuxième exemple, vous voyez un entrepôt en bas à droite, là c'est sur le territoire national. C'est un exemple plus récent puisqu'on s'est associé à la fondation CMA-CGM qui a ouvert un entrepôt solidaire à Marseille il y a quelques mois. La proposition de la fondation, c'est de mettre à disposition des associations qui font de l'aide alimentaire un entrepôt très bien équipé, très bien aménagé, qui est géré par la filiale Seva Logistique, donc avec une gestion professionnelle
des stocks et des flux dans l'entrepôt. C'est vrai que nous, ça répond à nos énormes enjeux de professionnaliser la gestion logistique, surtout quand on parle de denrées alimentaires. Donc c'est une première expérimentation qui fonctionne très bien, dont on est très content et on espère qu'on va pouvoir s'associer à d'autres projets d'entrepôts solidaires dans le territoire. Et là, c'est intéressant parce que c'est vraiment un modèle interassociatif et en même temps de partenariat avec une fondation privée qui va au-delà d'un simple soutien financier. On n'est pas sur du mécénat classique, on est vraiment sur de la mise à disposition de leurs compétences qui sont ultra précieuses pour nous. Et puis le dernier exemple, vous voyez 5 secouristes avec des chasubles et des tenues différentes. En fait, ça, c'est le groupement qu'on avait monté dans le cadre des Jeux Olympiques avec 4 autres organisations de sécurité civile, puisqu'on devait répondre pour les dispositifs de secours des Jeux Olympiques, sur les sites d'entraînement, sur les fan zones et sur les sites des épreuves. On devait répondre à des appels d'offres et on a décidé, plutôt que de se faire concurrence, de répondre ensemble, de mutualiser certains dispositifs et puis de faire travailler ensemble nos bénévoles et nos secouristes. Et du coup, cette expérience des Jeux Olympiques nous a permis un rapprochement qu'on continue de faire fructifier aujourd'hui. Et on travaille de plus en plus ensemble sur les territoires pour aussi, là, on est sur la question des viviers et des ressources humaines. Parfois, on va avoir des opérations qui vont surmobiliser notre capacité dans un département et donc de pouvoir faire appel à d'autres associations agréées de sécurité civile. C'est aussi pour nous une piste de résilience pour les prochaines années. Oui, d'autant que vous disiez juste avant qu'on démarre l'émission qu'au niveau de la Croix-Rouge, vous êtes sur un collectif de bénévoles et que ça pose aussi un enjeu de mobilisation au moment d'intervenir. Tout à fait. Donc on a des missions qui sont limitées dans le temps, mais ça c'est la même chose dans le monde militaire. Donc on a besoin, par exemple, sur une mission longue comme celle de Mayotte, on fait des rotations et donc ça demande dans la durée quand même de mobiliser un vivier de bénévoles important. Très bien, merci beaucoup pour ces exemples qui sont effectivement très concrets. On voit bien qu'on est loin donc de l'aspect théorique puisque voilà, c'est maintenant effectivement des choses qui sont intégrées à vos activités au quotidien et sur lesquelles voilà, ça pose une structuration aussi de vos activités. Et donc on disait qu'un des leviers aussi pour favoriser la résilience de l'organisation, c'est le fait de pouvoir poser un retour d'expérience, enfin en tout cas se poser pour réaliser un retour d'expérience qui soit bien fait et qui soit vraiment complet. Comment est-ce que vous gérez cette question-là du retour d'expérience? Comment vous arrivez, puisque les crises se superposent et se succèdent, à ce qu'à un moment donné, on arrive à justement s'arrêter, se poser et à se dire bon allons-y, faisons le bilan. À quel moment vous faites le bilan? Puisque effectivement vous preniez l'expérience de Mayotte où vous avez du suivi après la crise, le suivi aussi de la situation dans la durée. Est-ce que voilà, quelle structuration et quelle discipline, j'allais dire, de retour d'expérience est-ce que vous avez mis en place? C'est vraiment un sujet de concilier la gestion de l'urgence et de prendre le temps de faire ces rétex. Nous, on a une pratique du rétex opérationnel qui est faite du coup plutôt par les équipes de gestion des urgences et des opérations qui vont faire les rétex quelques semaines après l'opération et qui vont vraiment s'arrêter sur les aspects d'amélioration opérationnelle. Et nous, l'équipe innovation, on va venir compléter ces rétex avec une vision plutôt sur le temps long, avec des études de mesure d'impact social. Donc nous, on va moins s'arrêter sur les aspects opérationnels, on va aller plutôt interroger les populations qui ont vécu les interventions de la Croix-Rouge et voir si l'intervention de la Croix-Rouge a eu un effet à long terme, à améliorer leurs conditions, etc. Et cette question de la mesure d'impact social, elle prend du temps et d'ailleurs, c'est plutôt désirable, si on veut vraiment pouvoir mesurer les effets, de laisser passer plusieurs mois après une opération. Typiquement à Mayotte, les entretiens, on les a fait 6 mois après le cyclone. Et donc, c'est vraiment compliqué pour des équipes qui sont dans la gestion de l'urgence de les remobiliser 6 mois après pour un entretien sur Mayotte. Ça leur semble complètement décalé parce qu'en fait, ils ont déjà géré 3 crises depuis. Donc ça, c'est aussi un changement culturel et puis il faut qu'on trouve le bon rythme pour concilier la gestion des urgences et le temps long que demande la capitalisation et l'apprentissage. Une des façons
un des axes qu'on est en train de travailler pour justement ne pas sursolliciter les équipes qui ont des urgences à gérer, c'est d'améliorer notre SI et la remontée des données de façon automatisée. Ça ne remplacera jamais des entretiens qualitatifs où on va aller creuser certains aspects, mais on a quand même une marge de progression sur le fait d'avoir des SI qui nous permettent de remonter un certain nombre d'informations que nous, ensuite, on retraitera, on ira consolider des indicateurs, on ira agréger de la donnée pour la faire parler. Et ça nous permettra sûrement de travailler nos mesures d'impact en prenant un petit peu moins de temps aux opérationnels qui ont peu de temps. D'accord, très bien. Et donc j'imagine que voilà, finalement ça fait partie du package quoi de la résilience. Enfin, en fait, encore une fois, on n'est pas dans un système décorrélé. On a vraiment toute la sensibilisation des collaborateurs, la réalisation de stress tests, la gestion de la crise quand elle survient, et j'allais dire le rétex après. On voit bien que c'est effectivement quelque chose de très logique et qui embarque le collectif complètement. Donc très intéressant en tout cas de pouvoir avoir voilà ces deux aspects du bilan à chaud et du bilan un peu plus j'allais dire décalé dans le temps, même si j'entends que ça peut être compliqué à réaliser. Et donc peut-être pour terminer, Pauline, avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble peut-être le plus déterminant pour renforcer la résilience alors de votre organisation, la Croix-Rouge, ou en général de la résilience d'une organisation? Qu'est-ce qui est selon vous le point soit le plus important ou crucial? Enfin, est-ce que vous avez un conseil ou peut-être justement votre propre retour d'expérience dans la mise en place de cette démarche et de ce mode de fonctionnement? Je vais rebondir sur les éléments de Mickaël. C'est la préparation et le fait d'ancrer tout ce qu'on peut voir dans l'actualité, dans les médias, sur les risques, dans la réalité de notre organisation. Et si chaque organisation fait le travail de poser les risques qui s'appliquent à elle, à son activité, et de communiquer dessus, je pense que vraiment la transparence, c'est un élément hyper important. Sinon, les collaborateurs vont sentir un décalage entre un discours qui nierait presque la réalité quand on est au travail au quotidien, et puis quand on sort, qu'on ouvre les médias et qu'on voit la réalité du monde. Donc je pense qu'il y a besoin de réconcilier les deux et d'être assez transparent quand on est un dirigeant sur les risques qui s'opposent à l'organisation. Et ensuite, dégager des espaces de préparation, parce qu'il y a toujours l'urgence du quotidien et que la préparation, on se dit toujours que ça peut être remis à demain, mais toutes les études montrent que des organisations, que ce soit des pays ou des territoires ou des boîtes, c'est les organisations les mieux préparées qui vont avoir le moins de dégâts et de dégâts humains ou matériels le jour où la crise arrive. Donc investir dans la préparation et se donner le temps de la préparation, pour moi, c'est la priorité. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on va voir dans les questions de l'auditoire. Les questions sont arrivées. Juste avant de prendre ces questions, je rappelle à l'auditoire justement que nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction et que nous attendons donc vos retours, vos commentaires et vos avis avec intérêt. Alors, on a justement une question sur le jeu et si l'inattendu arrivait. Les participants sont très intéressés pour se procurer le jeu de cartes. Alors j'avoue que juste avant l'émission Horloge, Pauline m'a remis le jeu de cartes que du coup nous allons voir pour peut-être circulariser au sein de la sécurité sociale. Donc n'hésitez pas à contacter le lab. Voilà, sur le site internet, on pourra se faire le relais. Donc, merci beaucoup d'être arrivé avec ce jeu qui va intéresser, je pense, pas mal d'organismes. Et donc, autre question sur la question de la préparation des scénarios en protectif. Est-ce que
vous exploitez le retour des collaborateurs, alors que ce soit, j'imagine, lors des bilans ou de façon un petit peu linéaire au fil de l'eau. Donc, est-ce que les collaborateurs de terrain peuvent nourrir finalement les scénarios prospectifs que vous travaillez pour l'avenir, puisque vous travaillez un petit peu sur voilà, la mise à jour de ces scénarios prospectifs et en même temps le bilan des opérations passées. Est-ce qu'à un moment donné, vous faites ce lien et comment vous le faites? Alors, on le fait effectivement à travers les rétex et les travaux de mesure d'impact. Oui. Et je vous donne un exemple. Il y a eu des gros sujets de connexion et de coupure des moyens de communication à Mayotte. Oui. Et donc, on a développé du coup un scénario de « Et si l'inattendu arrivait », qui est un scénario de blackout et qu'on n'avait pas forcément anticipé dans le jeu initial. Et donc maintenant, on a un format de 1 heure de simulation d'un blackout et ça permet aux équipes de réfléchir à leur résilience numérique. D'accord, oui, donc effectivement, ça permet aussi peut-être, j'imagine, aux collaborateurs de pouvoir participer voilà, à plusieurs niveaux à cette démarche. Exactement. Et moi, j'avais une question sur la mesure de l'impact social. Donc, vous faites effectivement cette mesure à l'issue de vos interventions. Et c'est vrai que la mesure de l'impact, c'est aussi quelque chose qui va intéresser les organismes de sécurité sociale de façon générale. Peut-être pour rentrer un peu dans le détail, est-ce que vous avez quelques exemples de critères de mesures, en tout cas de choses que vous mesurez? Est-ce que c'est du qualitatif? Comment ça se concrétise, voilà, ces questionnaires auprès des populations sur l'action de la Croix-Rouge auprès de sur leur situation du quotidien? Donc on mixe du qualitatif et du quantitatif. Oui. Et après, on a fait un travail, on a plus de 120 activités à la Croix-Rouge, donc la difficulté, c'est de réussir à consolider pour pouvoir s'exprimer de façon assez simple sur l'impact de la Croix-Rouge. Donc on a fait tout un travail pour définir quel est notre référentiel d'impact au niveau de l'organisation. Et ça nous a permis d'atterrir sur 6 grandes familles qui vont effectivement pas mal se recouper, je pense, avec vos thématiques de travail. Donc on va avoir par exemple une grande thématique sur la question du lien social, de la convivialité, etc. On a une thématique sur la question de l'accès aux soins, l'amélioration de la santé, y compris de la santé mentale. Donc on travaille sur des clusters. Oui, des blocs ouais. D'impact. Et ensuite, toutes nos études d'impact sont construites pour qu'on puisse tout consolider et à la fin exprimer la mesure d'impact de l'organisation de façon structurée autour de ces 6 thématiques. D'accord. Très bien, oui, très intéressant. Donc, on avait aussi une question peut-être complémentaire, peut-être plutôt pour Mickaël. On a évoqué en préparant l'émission le fait que la résilience puisse être... aujourd'hui, c'est pas le cas, mais pourrait être à l'avenir peut-être un nouveau critère de performance d'une organisation, j'allais dire à l'instar des critères ESG, par exemple. Voilà, ce serait à peu près dans la même veine que ces critères-là et à quel point ça pourrait peser sur l'évaluation des organisations. Voilà, comment ça pourrait s'envisager? Alors, ça l'est déjà en partie dans certains secteurs d'activité. D'une part, parce que c'est demandé par les collaborateurs. On l'évoquait tout à l'heure, ils veulent plus... je sais pas si c'est de la sérénité, mais en tout cas des garanties sur le fait que l'organisation elle est préparée. C'est demandé par les citoyens et les consommateurs, qui aimeraient bien quand une crise arrive, qu'ils soient toujours fournis sur les services publics ou autres. Et c'est demandé aussi de plus en plus par les investisseurs, les actionnaires, qui considèrent que la performance de l'entreprise, c'est pas une performance à un instant T, c'est une performance sur le temps long. Et donc il y a vraiment cette volonté aujourd'hui des entreprises de déployer des indicateurs de mesure de la résilience. J'évoquais certains secteurs d'activité qui sont peut-être un peu plus en pointe là-dessus, ceux qui sont régulés, je pense typiquement au secteur bancaire, dans lequel, par exemple, l'Union européenne impose des exercices de stress test sur les risques cyber. D'accord. Donc il y a une directive qui s'appelle DORA, pour Digital Operational Resilience Act, qui impose aux institutions bancaires de réaliser des stress tests pour s'assurer que demain, si une crise cyber, elles sont en capacité toujours de fournir les services bancaires à l'ensemble de la population européenne. Et puis de manière un peu plus concrète sur des secteurs variés, on voit se développer des indicateurs liés par exemple sur le volet supply chains au taux de dépendance des fournisseurs critiques par exemple, ou d'indicateurs type time to recover, donc le délai pour se remettre de la perte
d'un fournisseur, typiquement. D'accord, donc en fait, c'est des scores qu'on attribue à Exactement. chacun de ces critères. Et qui, du coup, sont pilotés au sein de l'entreprise comme tout indicateur classique. Donc, ça D'accord. devient vraiment un levier de pilotage de la résilience de l'entreprise. Et pour le coup, dans ces secteurs-là, on voyait qu'un des leviers, c'est que la résilience, elle soit vraiment intégrée dans la gouvernance. Pour le coup, voilà, on a du reporting obligatoire. Donc, Exactement, c'est piloté tous les mois, ou en COMEX ou autre. Parfait. Très bien. Alors, au niveau des questions, voilà, pas d'autres questions complémentaires pour le moment. N'hésitez pas si vous en avez quelques ultimes questions pour nos intervenants. En tout cas, il me reste à vous remercier d'être venu jusqu'au studio Lucans pour cette émission, pour vos apports à chacun, voilà, très complémentaires, qui nous ont bien permis de faire le tour de la question. Je rappelle du coup à l'auditoire qu'on va avoir dans les prochains jours la publication d'un petit document de synthèse qui reprendra les éléments, qu'on joindra, je pense d'ailleurs, les documents projetés par, enfin en tout cas suggérés par Pauline sur l'horizon 2030 de la Croix-Rouge. Ça pourrait être assez éclairant, je pense, pour les organismes. Voilà, un grand merci à tous les deux. Merci Je vous indique aussi qu'un replay sera disponible sur le site du Lab de la Sécurité sociale et dès demain, je pense, sur UCANS TV pour les salariés de la Sécurité sociale. Un grand merci à l'équipe du Lab pour la préparation de cette émission, au studio pour la réalisation. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous du Lab qui devrait avoir lieu au mois de juin. Vous en saurez bientôt beaucoup plus. On vous enverra les invitations par les moyens habituels. À très bientôt et merci beaucoup.